L'histoire commence un après-midi normal lorsqu'une fille, marchant dans un chemin, remarque un stand de bretzel à proximité. Le vendeur lui tend volontiers un bretzel, mais demande 3 baisers en retour. La fille semble choquée au début, mais elle l'embrasse joyeusement sur les lèvres et s'éloigne. Il est alors révélé que les baisers ont remplacé le papier-monnaie et sont devenus la monnaie mondiale. Un agent immobilier fait visiter à un couple une maison qu'il cherche à acheter. Une fois que tout est finalisé, on leur demande de payer 200 000 $ d'avance. Le mari recule simplement alors que la femme et l'agent immobilier commencent à s'embrasser. Ils continuent encore et encore pendant environ 1 heure, mais n'atteignent qu'un millier. Ailleurs, un chanteur de rue est embrassé par des passants au hasard en guise de pourboire. De même, un groupe d'amis du restaurant s'est partagé l'addition en embrassant à tour de rôle la serveuse. Un patron distribue des chèques de paie à ses employés à la fin du mois. Mais parce que les chèques et les banques ne fonctionnent pas dans ce monde, il doit embrasser une centaine de personnes par jour. Une scène plus intéressante peut être vue à l'extérieur dans une ruelle où un dealer échange de la drogue contre des baisers. Ils se disputent même, lorsque le client essaie d'écourter le dernier baiser. Revenons à l'agent immobilier et à la femme, qui ont perdu le compte des baisers mais qui continuent toujours. La serveuse finit par se faire couvrir de baisers et reçoit un bisou en guise de pourboire. Revenons à la fille au bretzel qui a tellement aimé le dernier qu'elle revient en chercher un autre. Mais cette fois, leur baiser est volé par un voleur, qui s'enfuit avec. Heureusement, un flic attrape l'homme, avant qu'il ne s'échappe, et s'embrasse avec lui, pour récupérer les baisers volés. La deuxième histoire parle d'un homme nommé Atsuno, qui se réveille avec un X sur le front. Au départ, il pense que c'est une farce et essaie de l'enlever avec de l'eau, mais la marque ne disparaît pas. Il demande à sa femme de l'enlever, mais à sa grande surprise, elle ne voit pas la marque. Il cache son front avec un mouchoir, et se rend au travail. À un moment donné, son assistant demande s'il a mal à la tête, et on lui parle de la marque. Mais comme la femme de Atsuno, elle ne voit rien non plus. Cela lui fait enregistrer que lui seul voit la marque, ce qui signifie qu'il n'a pas à s'inquiéter que les gens le jugent. Pourtant, il reste inquiet de l'apparence anormale soudaine. La femme de Atsuno remarque qu'il est stressé par quelque chose et lui demande de rendre visite au médecin. Atsuno suit les conseils, mais même le médecin ne voit rien de mal avec lui. Il suppose que l'homme est stressé et prescrit un tas de médicaments. Sur le chemin du retour, Atsuno est toujours inquiet, mais tombe sur un autre gars, avec une marque identique sur le front. Il saute d'excitation, ayant enfin découvert qu'ils ne sont pas seuls. Un peu plus tard, ils sont dans un restaurant en bordure de route, et parlent de leurs expériences avec la marque. Le nom de l'homme est Kira, et il a obtenu la marque, il y a 2 mois. Il en sait un peu plus, car son père a également fait apparaître la marque sur son front juste avant sa mort. Kira pense que la marque signifie qu'ils sont sur le point de mourir dans quelques jours, mais Atsuno ne le croit pas. Ils échangent des numéros, et décident de rester en contact au cas où ils en sauraient plus sur les marques. Un jour, Atsuno regarde la télévision quand il voit les informations sur une personne décédée. Dans son dernier discours, il a une marque X sur son front, que seul Atsuno peut voir. Choqué, il appelle Kira, pour découvrir qu'il est mort, il y a quelques jours. Dans la scène suivante, Atsuno se rend à ses funérailles, et voit que la marque a disparu. Il est clair que la prédiction de Kira était vraie, ce qui signifie que Atsuno est sur le point de mourir bientôt. Il sait qu'il ne peut pas l'empêcher, alors il décide de vivre pleinement le peu de temps dont il dispose. Ce jour-là, au travail, il rencontre un client qui a désespérément besoin d'un prêt. Atsuno lui accorde la poussée, et est heureux d'avoir eu un impact dans sa vie. L'acte lui procure un peu de satisfaction, lui faisant sentir que sa mort n'est pas si mauvaise après tout. C'est l'anniversaire de sa femme, alors en rentrant chez lui, il lui offre un cadeau. Mais dans le train, il remarque que tout le monde autour de lui a une marque sur le front. Réalisant qu'il est sur le point de s'écraser, il descend à la station suivante, mais l'horreur le suit derrière quand il voit que tout le monde à la station a la marque. Atsuno court dehors,
mais la marque le suit partout, même jusque chez lui. Les nouvelles à la télévision révèlent qu'un virus avec un taux de mortalité de 100% se propage dans toute l'Asie. Dans la dernière scène, un politicien japonais dit aux gens de se rassurer, déclarant que le virus n'est pas dangereux du tout. Cependant, Atsuno, qui connaît la vérité, hurle de frustration. La troisième histoire se déroule dans un monde où le concept de mensonge n'a pas été découvert. Les gens disent toujours la vérité, peu importe ce qu'il en résulte. L'épisode commence lors d'un mariage où une jolie femme épouse un homme conventionnellement peu attrayant. Leur meilleur ami prononce un discours pour les jeunes mariés et révèle que la femme n'épouse l'homme que pour de l'argent. De plus, elle a déjà été en couple avec leur autre ami Shotaro, qui est également en mariage. Un marié enragé attaque Shotaro, provoquant un gros gâchis. Ces types de conflits sont courants dans le monde sans mensonge. Toutes les publicités, les voleurs et même les politiciens disent toujours la vérité. Un jour après le mariage, Shotaro est licencié de son travail. Il se dispute avec son patron, que leur produit est nul, mais cela ne lui permet pas de reprendre le travail. Après la journée mouvementée, il sort avec sa petite amie, mais elle aussi rompt avec lui. Il s'avère que son aînée au travail l'approche et elle veut lui donner une chance à cause de son statut. Fatigué de sa malchance, Shotaro rentre chez lui. Soudain, il voit un sac à main par terre, et le ramasse, mais est attrapé par un policier en le faisant. Il essaie d'expliquer qu'il était sur le point de remettre la bourse à son propriétaire, mais le policier ne l'écoute pas. Il suppose que Shotaro est un cambrioleur et pointe une arme sur lui. La vie de Shotaro défile devant sa vie, et dans un moment de panique, il dit que le sac à main lui appartient. Le flic ne lui pose plus de questions, et s'en va. Shotaro ne réalise pas ce qu'il vient de faire, et rentre chez lui épuisé. Il vit avec son père qui a découvert que son fils était au chômage. Embarrassé par sa vie, Shotaro affirme qu'il a obtenu un bon emploi dans l'entreprise aujourd'hui même. Son père le croit, ce qui le laisse sous le choc. Dans la scène suivante, il rencontre des amis et leur parle de la nouvelle découverte. Au départ, ils ne comprennent pas le concept de mensonge, mais Shotaro leur enseigne à l'aide d'exemples. Au bout d'une heure, ils commencent à mentir pour s'amuser, juste parce qu'ils le peuvent. Ils vont au restaurant et mangent gratuitement, prétendant qu'ils ont déjà payé. De même, après s'être amusés pendant quelques jours de plus, Shotaro leur suggère d'utiliser leur talent pour gagner de l'argent. Ils ramassent 2 bouteilles d'eau et déclarent que l'eau donne le bonheur aux gens. Les amis créent une entreprise d'eau heureuse, et les gens adhèrent au slogan attrayant, pensant que l'eau les rendra heureux. En seulement un mois, le trio devient millionnaire. Shotaro achète un manoir pour son père, mais le jour du déménagement, il reçoit un appel de ses amis. Leur siège social est perquisitionné par leurs clients, qui se plaignent que leur eau ne leur apporte pas le bonheur. Pour se tirer d'affaire, Shotaro affirme que les effets de l'eau se font sentir dans 3 à 5 ans. La foule se disperse, mais une petite fille nommée Yuki ne bouge pas. Sa mère a souffert d'une maladie en phase terminale, et est décédée, et elle en blâme Shotaro, parce que son eau leur a donné de l'espoir. Il se sent mal pour la petite fille, mais elle s'enfuit, avant qu'il ne l'atteigne. Suite à cela, les amis s'assoient et décident d'arrêter de produire la fausse eau. Ensuite, nous voyons Shotaro visiter la maison de Yuki, où sa grand-mère révèle à quel point la petite fille a été blessée à cause de la fausse eau. Shotaro trouve Yuki, et lui ment pour la dernière fois. Il lui dit que sa mère l'a appelé avant sa mort, et lui a dit qu'elle aimait sa fille, jusqu'à la lune et retour. Même quand elle mourra, elle veillera sur elle de loin. Yuki sent son cœur se calmer, et le remercie de l'avoir informé du message. Ensuite, Shotaro se rend, racontant à la police sa découverte. Le monde change à cause de lui, et les publicités ne sont plus vraies. Les politiciens et les voleurs s'en sortent avec tout, sauf que les bagarres et les conflits diminuent également considérablement. Dans la dernière scène, Shotaro sort de prison, et retrouve ses amis, dans l'espoir de commencer une nouvelle vie. La dernière histoire concerne un japonais nommé Ryota, qui n'a jamais eu de petit ami ni de succès admirable dans la vie. Un matin,
Il se réveille devant une boîte à sa porte d'entrée. Il ne se souvient pas d'avoir commandé quoi que ce soit qui le rend curieux du contenu de la boîte. Il ouvre avec précaution, mais est déçu par une paire de lunettes à l'intérieur. La scène remonte à un jour plus tôt. Ryota traversait une spirale mentale à cause de sa vie amoureuse inexistante et de son travail moche. Hier soir, il a bu plusieurs canettes d'alcool avant de rencontrer une belle fille nommée Misa sur un site de rencontre. Aujourd'hui est le jour où ils sont censés se rencontrer, et Ryota décide d'élever son style avec les lunettes. Mais en le portant, il réalise instantanément qu'il ne s'agit pas d'une paire habituelle. La boîte garantit à tout client qui les porte un chemin vers le bonheur. Il s'avère être des lunettes intelligentes qui analysent les personnes et les situations pour Ryota et lui disent exactement ce qu'il doit dire ou faire. Ryota est sceptique, mais il décide néanmoins d'essayer. Au début, il met un peu de temps à s'y habituer, mais il les trouve vite utiles. Les verres comptent les calories et l'endurance, et lui disent quand il doit manger. Il lui indique également quel chemin est le chemin le plus court vers sa destination, et à quelle vitesse il doit marcher. Mais ils viennent le plus pratique quand il rencontre enfin Sadat Misa. Alors que le couple se salue, les lunettes scannent les réseaux sociaux de Misa, et découvrent son intérêt pour l'art et les musées. Sur les conseils des lunettes, Ryota suggère qu'ils aillent dans un musée pour un rendez-vous. Misa est heureuse d'avoir trouvé un homme avec le même intérêt qu'elle. Elle lui demande avec enthousiasme ce qu'il pense de l'art qu'elle aime. Ryota se fige parce qu'il ne comprend même pas la terminologie et demande rapidement de l'aide aux lunettes. Ensuite, on lui montre un livre et on lui demande d'en lire quelques lignes. À la fin du voyage, Misa est très impressionnée par les connaissances que possède Ryota. Ils vont dans un restaurant pour le dîner, où Ryota suit les bonnes manières de manger, grâce à son nouveau mentor. Puis soudain, un homme tombe inconscient, et s'arrête de respirer à cause d'un problème respiratoire. Tout le monde panique, mais personne ne sait comment l'aider. C'est alors que Ryota vient aider, et effectue la RCR à l'aide des lunettes. Quelques minutes plus tard, l'homme est sauvé, et Misa est émue par la gentillesse et le courage de Ryota. Sur le chemin du retour, elle lui propose un deuxième rendez-vous. À partir de ce jour, Ryota n'enlève pas ses lunettes une seconde de sa vie. Il en devient complètement dépendant, de l'achat de vêtements au choix de ce qu'il veut manger ce jour-là. Il fait également beaucoup de bien au travail, car les lunettes lui disent exactement ce qu'il doit dire pour impressionner le patron. Finalement, Ryota est promu directeur de sa succursale. Après seulement un mois de possession des lunettes, la vie de Ryota a basculé. Un après-midi, il amène Misa chez lui, cherchant à lui proposer. Les lunettes lui fournissent même le scénario qui l'impressionnera suffisamment pour qu'elle dise oui. Mais juste au moment où il commence à le lire, les lunettes sont à court d'énergie, et il doit inventer une excuse pour les mettre en charge. Il se rachetait un gâteau pour eux deux, mais en son absence, Misa découvre l'appareil et lit tout le script de la proposition. Ryota revient un peu plus tard, et essaie de continuer le rendez-vous. Misa l'empêche de s'embarrasser davantage, révélant qu'elle est au courant des lunettes. Ryota explique qu'il est mauvais dans les relations, c'est pourquoi il a demandé de l'aide, mais Misa ne veut écouter aucune explication. Elle se sent mal d'être tombée amoureuse de sa mascarade, et prétend qu'elle veut être amoureuse de lui, pas de ses lunettes. Ryota les enlève, promettant d'être lui-même avec elle à partir de maintenant. Le lendemain, Misa est au travail, lorsque Ryota s'approche d'elle pour s'excuser à nouveau. Il ne porte pas de lunettes, et a tenu la promesse qu'il a faite hier. Il dit à Misa combien il l'aime, et lui propose une bague. Lorsque Misa accepte de l'épouser, nous découvrons qu'il porte une lentille de remplacement pour ses lunettes. Un flashback d'hier soir révèle que la promesse et le fait qu'il jette ses précieuses affaires était également une suggestion de l'appareil. Ignorant tout cela, Misa est heureuse d'être fiancée à l'amour de sa vie. Ailleurs, le couple est diffusé en direct lors d'une réunion. Les fabricants de lunettes ont utilisé Ryota comme sujet de test pour prouver son efficacité. L'épisode se termine
lorsqu'il conclut un accord avec un investisseur pour commercialiser les lunettes. Abonnez-vous pour plus de vidéos comme celle-ci, activez la notification et laissez un like pour aider la chaîne. Merci d'avoir regardé.